Rebonjour à tous, c'est encore moi, bonsoir, bonjour. Euh, Comme nous avons décidé d'aborder tous les sujets à VRJam, il en manquait un qui a un rapport assez distant avec l'unique VR, puisque c'est un sujet qui embrasse toutes les technologies immersives, c'est celui de la XR. XR qui est un terme nouveau, enfin pas nouveau, mais de plus en plus commun, qu'on trouve dans tous les langages aujourd'hui. Alors l'idée c'était au VRJam d'en savoir un peu plus, d'abord de bien distinguer les différences entre VR, AR, XR, MR si nécessaire, mais aussi d'essayer d'en savoir un peu plus sur où la XR est utilisée aujourd'hui, dans quel domaine, avec quel projet, dans quelle filière, et aussi, bien sûr, quel est l'avenir de cette technologie, quel est l'avenir de cette technologie, tout simplement, hein, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que nos invités vont pouvoir y répondre, puisque nous avons un panel d'invités aussi talentueux, compétents qu'experts. Et je vais demander tout de suite aux invités de se présenter et de présenter leurs activités, bien évidemment. Je vais commencer par Monsieur Vincent Guigui. Bonjour, merci de m'accueillir encore. Donc Vincent Guigui, directeur de projet immersif et IA, parce qu'il faut mettre de l'IA partout pour que ce soit à la mode, et vice-président du Conseil national de la XR en plus. Vas-y Reda. Reda Ezaïm, je travaille chez HTC Vive, fabricant d'équipements XR. Donc, je m'occupe du marché professionnel en France et en Europe du Sud. Et on travaille avec tout l'écosystème, avec le CNXR, avec l'écosystème de développeurs et de revendeurs pour accélérer l'adoption de ces technologies-là auprès de nos clients, qu'ils soient entreprises, institutionnels, monde de la culture ou du divertissement. Bonjour, je suis Philippe, je suis le fondateur de Real Illusion, qui est une solution globale de déploiement d'expériences en réalité augmentée. On travaille actuellement dans 53 métiers différents avec le même outil et la même solution qui permet d'être utilisée aussi bien sur des smartphones que sur des casques, que sur d'autres méthodes de diffusion d'expériences digitales. Et bonjour, Nicolas Bourreau, donc du groupe Exent, enfin de la division XR du groupe Exent. Un petit studio où on fait en fait des applications de réalité mixte, réalité virtuelle et aussi de vidéo 3D basées sur Unreal Engine et plutôt spécialisé dans l'industrie. Merci à tous. Je vous remercie beaucoup de vous avoir présenté, de vous être présenté et d'avoir présenté vos activités. Nous allons commencer cette table ronde par, pour chacun d'entre vous, si elle est diverge, une définition de ce qu'est la XR. De façon à donner à nos interlocuteurs un peu de clarté, même si aujourd'hui certains d'entre vous ont déjà tenté l'expérience, j'aimerais que voilà, chacun d'entre vous donne la définition de ce qu'est l'extended reality. Tu veux que je commence? Bravo. Une définition qui peut être bien, sans parler de Milgram qui a fait le spectre, de la MR et qui inclut plein de trucs, bref. Extended Reality, c'est le fait de rajouter de l'information numérique dans le champ de vision de la personne, principalement. Mais il n'y a pas que la vision dans la vie, donc il y a aussi les autres sens. Donc c'est rajouter du contenu numérique pour augmenter nos sens. Je vais le dire comme ça. Et là, j'ai cassé la définition pour tous les autres. Ça va être difficile d'enchérir sur la définition de Vincent, mais effectivement, aujourd'hui, le terme XR est utilisé pour symboliser la convergence des technologies immersives entre la réalité augmentée qui part de l'environnement réel en rajoutant de la donnée en plus, la réalité virtuelle qui est à l'autre opposé avec du tout immersif où on est immergé dans un univers totalement virtuel. La notion d'XR ou bien de MR est une notion de convergence où on va pouvoir faire un peu de tout. Et voilà, c'est surtout un point d'ouverture techno qui va permettre d'utiliser dorénavant plusieurs technos qui étaient séparés à travers les mêmes initiatives. Bon, c'est ce que je dis, quoi. Exactement. On a essayé de reformuler. Mais... Je vais changer un peu de position. En fait, pour simplifier, c'est une nouvelle méthode pour utiliser toutes les données digitales que vous avez dans vos entreprises ou que vous utilisez tous les jours. C'est-à-dire que c'est une nouvelle façon de les présenter, une nouvelle façon d'accéder à ces données de façon
digitale, mais dans un environnement 3D, contrairement à ce qu'on fait sur un smartphone. Quand on va chercher sur Google, on accède à des données 2D. Mais par exemple, exploiter un fichier PDF qui donne lui-même accès à un modèle 3D de la pièce qui est présentée, en fait, ça permet de passer dans une autre méthode de visualisation et d'interaction. Donc la XR, l'AR, etc. sont des technologies qui permettent d'interagir avec des objets virtuels dans un environnement réel et potentiellement de les compléter. On pourrait changer la couleur de la chaise et rajouter dessus un avatar qui va nous raconter une histoire de la fabrication de cette chaise. Donc ces technologies permettent surtout de faire ça. Voilà. Je pense qu'ils ont été quand même assez complets, Jérôme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une petite subtilité dont j'aurais voulu parler aujourd'hui, qui me vient d'un article d'un de vos collègues du CNXR, Vincent, qui est Grégory Maubon, qui est un chercheur en réalité augmentée, docteur en réalité augmentée même, et aussi, j'imagine, président de RAPRO. Exactement. Voilà. Et qui écrit un excellent article sur la différence subtile entre le pass-through et le see-through. Sur la base de cet article, qui est extrêmement intéressant, je voulais vous poser cette question sur justement la différence entre ces deux technologies. Et je vous amènerai ensuite à vous poser d'autres questions, mais j'aimerais qu'on s'arrête à ces deux définitions pour que déjà le public en sache un peu plus, si ce n'est pas déjà fait. Mais justement, en termes de dispositifs immersifs, quelle serait la différence et comment pourriez-vous accoler voilà, des dispositifs à ces deux technologies? Alors, peut-être qu'on ne va pas commencer tout le temps par Vincent, mais si l'un d'entre vous veut s'exprimer là-dessus. On peut effectivement avoir des interprétations et des visions différentes. C'est une question qui est intéressante. Aujourd'hui, chacun s'approprie un peu ces termes-là pour leur propre use case. Dans notre cas, chez HTC, on considère que le pass-through est typiquement ce qui est utilisé pour de la réalité mixte, c'est-à-dire avec des équipements qui permettent d'avoir une double utilisation, une utilisation totalement immersive en mode réalité virtuelle, mais également la possibilité d'activer des caméras pass-through. Et donc, c'est des caméras qui vont permettre, comme le nom l'indique, de capter la scène réelle et de pouvoir la transposer ou bien la transporter sur les optiques du casque. Et à partir de ce moment-là, on arrive sur une expérience de réalité mixte qui permet typiquement d'inclure un objet virtuel et de l'incorporer avec la scène réelle qu'on a chez soi ou au bureau, etc. Le see-through, lui, est plutôt dans une optique de réalité augmentée où on a des lunettes qui permettent de voir tout simplement la réalité. Et donc là, il n'y a pas de... On ne va pas transposer la vision à travers des optiques, mais on a des lunettes toutes simples sur lesquelles on va arriver et rajouter de la metadata ou rajouter des objets en plus, comme RealWear ou HoloLens le font à titre d'exemple. Tout à fait. Merci. Je pense que là, Reda, il n'y a pas grand-chose à dire par-dessus ça, en effet. Alors, je vous amène là, parce que bon, l'objet de cette table ronde, c'est de se poser un certain nombre de questions, peut-être un peu prospectives, sur l'évolution des marchés aussi, hein, sur l'aspect... Puisque de plus en plus de projets utilisent la réalité mixte, et on voit que ça commence, les dispositifs qui sortent sur le marché, on en a vu un tout à l'heure, pour ne pas le citer, on en a vu un tout à l'heure qui est l'exemple parfait de cette technologie mixte qui allie, alors là pour la technologie c'est du pass-through, hein, c'est-à-dire que voilà, on voit à travers l'œil d'une caméra la restitution du monde réel. Est-ce que selon vous cette technologie d'abord a un avenir? Vous allez me dire oui tous bien sûr, mais est-ce que cette technologie va progressivement se substituer soit à la réalité augmentée, soit à la réalité virtuelle. Voilà. Et si vous pouviez argumenter au lieu de me dire oui ou non, ce serait bien. Je veux bien répondre sur cette question. Pour moi, toutes les technologies de la XR se complètent. C'est-à-dire que de toute façon, on va se retrouver avec des use cases qui seront différents suivant les clients. Et donc, on va avoir aussi des comportements des utilisateurs qui seront différents. Il y en a certains qui peuvent être malades en VR. Et donc, dans ces cas-là, la réalité mixte peut devenir un vrai moyen d'apporter quelque chose, une vraie réponse à ces clients-là.
Et donc, du coup, pour moi, les deux se complètent. Et on va pouvoir avoir des scénarios où, en fait, rien n'existe, on est obligé de tout inventer et la réalité virtuelle va être vraiment d'un intérêt certain. Ou par contre, on va avoir aussi tout ce qui est réalité mixte, où en fait, on va utiliser l'existant et derrière, on va aller rajouter du contenu qui va permettre de rajouter quelque chose à l'expérience de l'utilisateur. D'accord. Peut-être quelqu'un d'autre peut réagir. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la complémentarité de ces expériences. C'est-à-dire que surtout dans les utilisations de casques VR, que ce soit ou sur des casques avec du pass-through, du six-through, en fait, on est souvent sur de l'interaction qui est faite dans une entreprise, parce que c'est quand même du matériel qui est relativement coûteux, qui n'est pas forcément si évident que ça à mettre en place. Et l'adoption du grand public sur ces matériels-là, c'est pas si évident que ça dans un lieu public avec 40 personnes qui arrivent, de leur mettre des casques, après de les désinfecter, etc. Donc dès qu'on est sur du grand public, c'est une autre problématique qui n'est pas forcément celle du matériel, mais celle de la gestion du matériel. Et après, ce qu'il faut penser aussi, c'est que pour une démocratisation en fait, de ces technologies immersives de façon beaucoup plus large, il faut toujours qu'il y ait une complémentarité, quand on peut le faire, entre des casques et des smartphones. Dans la pièce, je suppose que tout le monde a au moins un smartphone dans sa poche, si ce n'est pas deux. Je serais curieux de savoir combien de personnes à la salle ont un casque, quelle que soit la marque. Donc du coup, ce qui est toujours important, c'est dans la complémentarité de ces expériences, et pour deux raisons. Pour faciliter l'adoption de ces technologies, pour que les gens se rendent compte que c'est utile, et c'est pas juste un effet wow avec 3 papillons qui sortent. Et c'est surtout qu'il y a une complémentarité dans l'apprentissage qui est permis par les casques et qui permet de faire de la formation, permet d'apprendre de la connaissance de façon beaucoup plus libre, et la continuité qui peut être faite avec un support de com qui va être utilisé par un smartphone qui lui est sur du six-through, puisqu'on ne fait que transposer du contenu sur des supports. Donc c'est ça qui est important, c'est que ces technologies, il faut les voir de façon globale et pas comme matériel. Le matériel évolue tous les jours, il y a des casques qui sortent, qui évoluent en fonction de la technologie, mais surtout c'est que ces contenus et c'est la façon de l'utiliser qui va faire qu'un produit va être vraiment utilisé sur du long terme. Vincent ? Ouais, je veux bien compléter plus sur l'aspect matériel. Le pass-through, c'est donc des caméras avec un écran à quelques centimètres des yeux. C'est du matériel qui existe depuis des années. Fabriquer un écran, fabriquer des caméras, on sait le faire. Les fabricants, ils en font, on va dire, c'est comme une voiture diesel, ça existe depuis des années. Si demain quelqu'un veut se mettre sur ce secteur, imaginons Apple, bah, il va utiliser ce qu'on sait faire, c'est des caméras et des écrans. Faire du see-through, c'est-à-dire que c'est un écran translucide. On voit le monde réel à travers une vitre translucide sur laquelle on rajoute des pixels. Et ça, c'est pas très mûr. HoloLens, qui existe depuis presque 10 ans, a lancé le truc, mais ça reste un casque qui coûtait 4 000 €, qui a du mal à produire un champ de vision assez large. Il y a d'autres fabricants qui commencent à y aller. Il y a Google qui s'est lancé. Google avec les Google Glass. Et encore, c'était un petit écran dans un coin du champ de vision. Donc on n'est pas encore sur un niveau de maturité du see-through qui permet de se dire demain un fabricant il se lance sur du see-through. Donc c'est peut-être ça, je ne vais pas parler de complémentarité, c'est de dire à court terme, ce qui marche bien, c'est simuler du see-through grâce à du pass-through, parce qu'on sait le faire. On peut faire des casques à 400 € grand public qui font qu'on voit le monde réel. Par contre, est-ce que c'est le type de device optimal pour les 5 prochaines années ? Petite conviction, je me dis, on ira vers du transparent. Oui, mais là... c'est la question d'après. Oui, c'est la question d'après. C'est bien, vous les anticipez, c'est parfait. Oui, la question d'après, c'est plus ce questionnement que je voulais soulever auprès de vous, autour justement de l'aspect prospectif. On l'a tous remarqué, il y a des sociétés qui continuent à améliorer, à peaufiner, à vraiment travailler un pass-through, qui est extrêmement fin technologiquement, qui va se miniaturiser de plus en plus. Encore une fois, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on a vu des remarquables avancées sur le pass-through. Et à côté, on a une autre société que je ne citerai pas, qui commence par un M et qui finit par un A, qui s'est lancé dans ce qu'on appelle le wearable, c'est-à-dire qui se lance. Ce soir, s'ils font une annonce. Eh bien, j'ai oublié de le dire en début de session. En effet, c'est quand même aujourd'hui. Mais chaque année, c'est la même chose. C'est le 25. On a de la chance et chaque année, on a l'annonce de Meta. On verra ce soir. Mais Meta, a fait le pari de partir sur du wearable, c'est-à-dire a fait le pari de se lancer dans un device qui serait, on va dire, accessible au grand public. Bien sûr, je conviens qu'on en est loin d'un perfectionnement, mais face à cette stratégie, j'aimerais avoir votre avis, mais vraiment un avis prospectif.
Si la question vous convient, hein, bien sûr. Ouais. Ouais, effectivement, c'est une question qui est très intéressante. Alors, moi, je vais essayer d'apporter une réponse du point de vue du constructeur, donc du point de vue de l'industriel. Bon, ton commentaire, Jérôme, il est très, très pertinent. Nous, de notre côté, on essaie de prendre quand même, il faut quand même prendre un peu de recul sur l'industrie pour réaliser que, globalement, sur l'industrie XR, on est toujours dans les premiers balbutiements et on est à l'époque qu'on avait côté smartphone, quand on avait des téléphones, des briques entre les mains pour passer des appels. Donc, à la question sur le temps long, est-ce qu'on aura toujours les mêmes typologies de devices? Je rejoins évidemment l'avis de Vincent sur le fait que, évidemment, la technologie avance à un rythme suffisamment soutenu pour que dans 3 à 5 ans, on puisse avoir des devices qui sont beaucoup plus acceptés par le grand public avec des intégrations et des interfaces utilisateurs et des expériences utilisateurs beaucoup plus acceptables à grande échelle. Donc, sur le temps long, il y a un consensus et on est d'accord. Maintenant, sur le temps court, chaque acteur va y aller avec son propre prisme. Microsoft ont pris le pari de la réalité augmentée avec la complexité que ça implique et les limitations que ça implique, notamment sur le champ de vision. D'autres acteurs comme HTC ou Pico ou Meta ont pris le sujet à travers la réalité virtuelle et en rajoutant progressivement de la réalité mixte et en essayant de maintenir un niveau de qualité pour converger petit à petit vers des expériences qui sont acceptables. Le point qui est aussi important d'un point de vue adoption et d'un point de vue choix stratégique, c'est quels sont les produits qui vont permettre d'avoir suffisamment d'adhésion d'un point de vue use case pour justifier des investissements sur 3 à 5 ans. Et là-dessus, l'avantage des casques MR, que ce soit un HTC, un Pico ou un Meta, c'est que si c'est bien conçu et si ça respecte et c'est compatible avec un déploiement chez un industriel ou chez un corporate, ça permet à la fois de répondre aux besoins spécifiques de réalité virtuelle, comme de la formation par exemple au risque, c'est quelque chose qui va rester en VR, mais aussi commencer à intégrer des use cases sur la réalité mixte. Et du coup, ça permet aux entreprises de dresser une roadmap interne de use case pour mutualiser les efforts et se dire on va parier sur ce produit parce qu'il est versatile, il permet de faire de la VR et de la MR, éventuellement il permet de faire du standalone, mais aussi du PC de bonne qualité. Et du coup, on va mutualiser les use cases et on va partir sur un investissement de 3 ans qui va être bien rentabilisé. Et ça, c'est aussi pris en compte par les fabricants dans la manière dont ils abordent les technos. Alors, je rebondis, mais tout de suite sur ce que vous venez de dire, parce que j'ai une question plutôt qui s'adresse aux faiseurs, hein, à ceux qui développent. Pourriez-vous, pour le public aussi, citer justement des use cases qui sont typiquement liés à la technologie XR? Si vous en avez ou si vous en avez développé, qu'est-ce qui, selon vous, tend vers une utilisation optimale de l'XR par rapport à ce qu'on peut trouver en VR ou par rapport à ce qu'on peut trouver en réalité augmentée? Si ma question n'est pas trop vague ou compliquée ou quoi que ce soit. Surtout dans l'industrie et le bâtiment. En fait, c'est assez étrange, mais c'est deux secteurs d'activité où la MR en fait, est le plus facilement déployable, tout simplement parce que les modèles 3D existent, parce que c'est généralement des modèles qui sont fabriqués à partir d'outils industriels comme CATIA, comme Creo, etc., qui ont déjà une logique de création qui est prévue pour être exploitée en tant que jumeaux numériques. Donc, comme ces produits-là sont généralement rattachés à des outils ou à des fonctionnalités permettant d'utiliser la réalité augmentée, la chaîne de production est complète et en fait est exploitable relativement facilement. Si on doit repartir sur des choses beaucoup plus anciennes, je vais prendre le côté des musées, de tout ce qui est patrimoine, etc., c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait on n'a pas de sources existantes et on est obligé de repasser par de la création de sources avec du scan 3D, donc du coup c'est des temps beaucoup plus longs et ce qui fait que ces technologies en fait mettent beaucoup plus de temps à s'intégrer dans ces process-là,
sauf sur des coups de com', comme on l'a vu au Muséum d'histoire naturelle à Paris, sur des projets qui ont été conçus en partenariat et en fait où tout a été créé et globalisé. Mais dans l'exploitation réelle, en fait, dans la vie courante d'une entreprise, il y a des projets qui ont été déployés en MR chez Airbus à Marignane sur les chaînes de fabrication d'hélicos, sur des salles d'auto-formation, pour passer pour de l'auto-apprentissage. C'est des projets qui ont été développés il y a 8-10 ans sur des casques en VR. Ils ont évolué après sur des HoloLens. Maintenant, ils sont sur des casques avec de la réalité mixte, avec du passe-roue dessus. Et en fait, ils passent de formation totalement immersive pour voir si des fausses clés dynamométriques passent dans les queues d'hélico à de l'exploitation sur des portes d'hélico pour se refaire de l'apprentissage avec du passage de câbles. Donc on est vraiment sur c'est des technologies, on a tendance à dire que c'est des nouvelles technologies, mais en fait, c'est des technologies qui sont maintenant qui sont viables et exploitable pour 2 raisons. C'est que les opérateurs qui produisent les expériences ont la compétence de tout ce qu'on a pu se manger et toutes les erreurs qu'on a fait avant, hein, parce que quand c'est fini, c'est génial, mais c'est un monde merveilleux de choses qui ne marchent pas avant. Et ça ne marche pas des fois parce que le matériel, on a pensé quelque chose, mais le matériel n'a pas la capacité de l'absorber. C'est ce qu'on a dû supporter pendant 3-4 ans quand les HoloLens sont sortis. On faisait des trucs, on les mettait dedans. Ça marchait très bien sur l'ordi, on les mettait dedans, ça laguait de tous les côtés. Donc du coup, en fait, il y a aussi cet apprentissage entre les boîtes qui développent et qui créent des expériences et le matériel. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec des partenaires comme HTC et d'autres, c'est qu'en fait, nous, en tant que développeurs, on a accès en fait à énormément de fonctionnalités, même des choses qui ne sont pas encore sur le marché. Et des fois, on se dit, quand est-ce que ça sort? Et avec du recul, on se dit, il ne faut pas que ça sorte trop vite, parce que si on les présente maintenant, on a déjà perdu les industriels avec ce qu'on leur a présenté il y a 6 mois. Donc on est obligé aussi de faire tampon dans la façon dont on distille ces infos, même si nous, en lab, on a des trucs qui sont assez géniaux. On peut faire des trucs aujourd'hui, le casque d'Iron Man, c'est presque plus, c'est pas de la science-fiction. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Et à partir du moment où on rajoute à ces couches-là toutes les typologies d'interaction, parce qu'on parlait des différents sens, mais maintenant on peut piloter avec de la synthèse vocale, on peut piloter une expérience sans avoir besoin de manipuler quoi que ce soit. Les casques ont la capacité de le faire. Les interactions, en fait, on a vraiment des interactions dans tous les niveaux. Donc maintenant, il n'y a plus de limite réelle dans ce qu'on peut faire. La problématique, c'est de le faire comprendre en fait aux structures qui vont l'utiliser. Ouais, je comprends. Et Nicolas, vous auriez des exemples à nous citer, des projets que vous faites, par exemple? Alors MR particulièrement pas trop, on s'y essaye plutôt en lab justement en ce moment, mais on a rarement des besoins clients encore sur ce sujet. C'est plutôt d'époque, quand même, dans l'ensemble. Et malgré tout, je pense que tu as raison. Après, la plupart des gens sont à peine habitués à la VR et qu'on les met déjà à la MR, pardon. Donc c'est vrai que c'est compliqué à suivre des fois. Reda et Vincent, j'ai une question particulière pour vous deux. Je voudrais savoir ce que vous pensez avec le renouveau de la XR, son amélioration, la MR en général, mais c'est plutôt la XR. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un renouveau sur les applis grand public, justement? C'est-à-dire le jeu vidéo, le sport, le e-sport, etc. Est-ce que vous pensez parce qu'il y a eu un petit tassement, Meta a retiré des applis, les jeux se développent un peu moins. Est-ce que vous pensez que la XR peut relancer cette machine grand public? Il y avait le terme d'acceptabilité, à un moment on a dit acceptable. Se dire que mettre un casque de VR qui fait 400 grammes ou 500 grammes sur la tête, c'est pas forcément acceptable pour faire une longue session, que ce soit de la formation, voire un film. Imaginez-vous regarder un film Netflix avec un casque sur la tête. On est à 2 dans le salon et chacun en met un casque. Personne va, ça se fait pas. En fait, être à 2 dans la même pièce avec quelqu'un un casque, surtout si on se voit pas mutuellement. Par contre, si les lunettes deviennent plus légères, plus acceptables au niveau morphologique et ergonomique, et ça peut relancer des choses. On se dit, voilà, tous ceux qui pouvaient s'acheter un casque de VR, ils se le sont achetés à Noël, ils vont en racheter un cette année. C'est des purs gamers. Les autres, ils achètent ça pour faire waouh, mais après ils le remettent dans le placard. Par contre, si le casque devient utile quasiment au quotidien, c'est le casque. Je vais appeler ça des lunettes plus qu'un casque. Je les ai pour suivre des recettes de cuisine en direct pendant que je cuisine, ou pour du ludique, ou pour avoir une visioconférence quand je parle avec ma grand-mère ou autre. Ça va devenir un outil du quotidien qui fait que ça devient acceptable, utile, et donc ça pourra se populariser sans la barrière de prix. Mais...
Alors, je compléterai le propos de Vincent. Alors, évidemment, sur le form factor, on est évidemment d'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est au début du cycle de maturité technologique et industrielle. Et donc, plus on va avancer vers des form factors plus compacts, plus acceptables, mieux c'est. Ceci étant dit, l'AMR, pour sûr, va redynamiser un peu le marché de la réalité virtuelle, que ce soit pour le grand public ou bien pour le B2B, pour les professionnels, tout simplement parce que la réalité virtuelle avait quand même on va dire ce challenge qui était la réticence à une partie de l'audience, que ce soit en gaming ou bien en entreprise, à s'isoler et mener une expérience en tout immersif en se coupant du monde extérieur. Et donc, nous, on le voit sur des use cases assez simples. Quand on prend, que ce soit en entreprise, une revue de design d'un objet, d'une voiture ou bien d'une locomotive, etc., le faire avec ses collègues en passe-trou, en se voyant et en ayant l'objet au milieu, d'un point de vue social et d'un point de vue acceptabilité, ça n'a rien à voir avec le faire en 3D, en full 3D, avec des avatars ou bien des silhouettes, etc. Et le même raisonnement s'applique aussi sur les jeux. Donc c'est plutôt une bonne chose et c'est la raison pour laquelle la plupart des fabricants convergent vers la réalité mixte. C'est évident que ça va permettre de sociabiliser et de mieux faire accepter la technologie en gardant le lien avec la maison, le canapé, en voyant ceux qui passent à côté, etc. On pourrait dire mixer le métaverse avec le réel. Oula, le terme est, est lancé. Il ne faut plus le redire, le terme. Non, par contre, je veux bien compléter avec une anecdote, avec HoloLens notamment, qui existe depuis 10 ans. C'est un casque, donc on a dit see-through, qui se déploie en entreprise, en industrie notamment. Je suis technicien, je dois apprendre à réparer un moteur. Je ne dois même pas l'apprendre. J'ai le moteur vraiment devant moi, je dois faire la réparation et je vais avoir une assistance en direct qui va m'indiquer quelle vis tourner, quelle clé prendre et comment faire la manipulation. On a déployé ça en entreprise et le patron nous dit « ça fait pas waouh ». Ben oui, le but c'est de faire un outil utile pour le quotidien des techniciens et avec une vraie valeur ajoutée, mais comme c'est pas immersif, ça fait pas waouh. 90% de ce que voit la personne, c'est le monde réel, avec les informations utiles par-dessus. Contrairement à de la VR, demain, si on veut déployer un truc qui fait waouh en VR, on va faire des montagnes russes ou des je sais pas quoi, des trucs ça explose dans tous les sens. Ça va être génial, mais c'est peut-être pas le truc le plus utile du monde et surtout le plus acceptable pour un usage au quotidien. Donc voilà, il faut toujours voir le curseur entre est-ce qu'on fait le truc pour faire le waouh effect ou est-ce qu'on fait le truc pour un usage pertinent. Et là, on n'est peut-être pas sur les mêmes technologies et pas les mêmes usages. Et puis aussi un élément qui est important, c'est qu'avec un casque qui peut faire les deux, on n'est pas obligé de l'enlever pour changer d'activité. Et quand on est à l'arrière, quand on est chez soi, on regarde un film ou on joue à un jeu vidéo, on est mono-activité, etc. Quand on est dans le milieu professionnel, sur les HoloLens, ils avaient réglé le problème, on pouvait les lever, donc on était dans la réalité ou avec les lunettes. Avec un casque en passe-roue, on peut passer aussi bien de la formation immersive à de la formation semi-immersive. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de pouvoir basculer de l'un à l'autre. Ça permet aussi de créer des applications et des contenus qui vont être faits différemment. C'est-à-dire que c'est l'opérateur qui utilise le casque qui est acteur de son expérience. On ne fait pas que lui envoyer du flux avec de la vidéo, avec de la formation, etc. Et c'est surtout ça qui est important. Récemment, on a fait un projet pour une boîte de RH qui travaille avec la CAF sur les agressions au travail. Ce projet-là est simplissime. Un acteur, des hologrammes 2D, qui agressent la personne qui porte le casque. Mais avec des agressions réelles, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment passées dans des bureaux de la CAF, etc. Et une fois que l'agression est faite, il y a un menu qui apparaît pour que la personne puisse choisir sa méthode, sa façon de réagir à cette agression. Et en fonction de ça, ou ça part crescendo et il y a l'hologramme qui apparaît derrière, il continue à partir en délire, ou ça se calme, etc. Et en fait, cet outil-là, qui est hyper simple dans son concept, elle permet d'analyser les comportements des gens, en même temps de pouvoir former les gens à la bonne méthode par rapport à un type d'agression. Et c'est faisable. En VR, on aurait eu quelque chose de totalement immersif et pas forcément très... on n'aurait pas eu ce rapport à l'humain aussi fort qu'en ayant l'avatar là, devant vous, en taille réelle devant vous, et en voyant ce qui se passe autour. Donc du coup, ça leur permet de le tester directement dans les centres, dans les zones d'accueil elles-mêmes, donc dans l'environnement lui-même. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ces technologies permettent de s'immerger et d'avoir des process
exactement à l'endroit où ça pourrait se faire. Ça pourrait être dans un bus, ça pourrait être etc. etc. Dans le cas de l'industrie lourde ou de l'assistance, comme le disait Vincent tout à l'heure, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette approche de maintenance qui est le truc ultra basique, qui est disponible avec des outils de maintenance, parce que c'est les premiers qui ont eu l'idée de se dire on va utiliser ces lunettes pour faire de la maintenance comme on faisait avant. Mais c'est aussi que ces outils-là permettent d'avoir un vrai opérateur à distance qui va donner des vrais conseils, et on n'est pas sur de l'IA qui va sortir un truc déjà prémâché, on va avoir l'expert derrière qui va pouvoir aussi interagir et potentiellement donner. Donc il y a toujours ce rapport à l'humain qui est important. Ouais. Écoutez, j'aimerais poursuivre cette conversation, mais malheureusement, nous avons un terme. Nous allons mettre un terme à cette table ronde, parce qu'il y en a d'autres qui suivent. Peut-être que le public a une question. Non? Oui? Merci, bonjour. Je suis novice dans la matière. Je suis très intéressée par tout ce que vous proposez. Je voudrais savoir comment un public comme le mien, monsieur, madame, tout le monde, on peut avoir accès à ce genre de produit. Tout simplement, c'est basique. Sur les technologies de réalité augmentée, réalité mixte, en fait, le premier niveau d'accès et ce qui est accessible à tout le monde, c'est par l'intermédiaire d'un téléphone portable. Donc un téléphone portable, vous avez dans votre poche, il suffit d'avoir un outil qui permet d'exploiter ces technologies-là. Et si après, si on passe sur des choses beaucoup plus immersives, mais en fait dans le commerce et dans les gammes grand public, aussi bien chez HTC que chez d'autres prestataires, il y a des casques qui existent, qui sont accessibles, donc il vous en parlera plus facilement, qui donnent accès à des stores. Donc sur le même principe que votre téléphone, vous pouvez télécharger et essayer des expériences, différents types d'expériences, etc. Pour une première expérience, une solution serait d'aller par exemple vers des espaces qui proposent des expériences immersives thématiques, que ce soit culturelles ou de divertissement. Il y en a beaucoup à Toulouse. Et donc typiquement à Toulouse, il y en a beaucoup. À Toulouse, hein, il y a des acteurs comme Dreamway, comme Eva, qui font plutôt du gaming. Et il y en a d'autres en France, alors je ne sais pas, à Toulouse, pas encore, mais typiquement, il y a des expériences qui permettent, par exemple, de visiter les pyramides de Khéops ou de visiter Notre-Dame ou d'aller sur la chronologie de l'espèce humaine au Musée national d'histoire naturelle à Paris. Et donc ça, c'est des expéditions immersives. Et donc on va aller sur un format de 45 minutes et on va marcher littéralement sur un espace qui est important. Et ça permet une belle immersion, une belle découverte de la réalité virtuelle, en contraste avec ce qu'on avait à l'époque avec les cardboards, qui nous avaient fait pas mal d'impact sur les expériences. Ok, alors on prend une dernière question et on répond vite. Voilà. Alors, ce serait plutôt aux constructeurs, peut-être. Donc actuellement, il y a pas mal de gens qui produisent les expériences immersives, que ce soit pour n'importe quel usage. Donc, ils sont souvent dictés, enfin, leurs contraintes sont dictées par le matériel, par les casques. Et au vu de toute cette évolution que vous prévoyez dans les années à venir, quelle durée de vie vous pouvez garantir, voilà, des gens qui produisent une expérience aujourd'hui, voilà, pendant combien de temps je pourrais encore pouvoir le montrer sur le casque qui existe aujourd'hui ou qui sortira dans 2 ans? Alors c'est effectivement une bonne question. Nous, chez HTC, on est plutôt les bons élèves là-dessus parce qu'on a des cycles de vie très longs sur nos produits. Quand on lance un casque, il va être sur le marché en moyenne pendant 4 à 5 ans. Et à partir de là, il est renouvelé avec un successeur qui est rétrocompatible. Donc là, pour vous donner une idée, le produit que j'ai présenté ce matin, le Focus Vision, c'est un upgrade de milieu de cycle de vie d'un autre produit qui s'appelle le Focus 3, qui a été lancé il y a un peu plus de 3 ans. Et donc, au bout de 3 ans, on lance un upgrade du produit qui va aussi faire peut-être 2 ou 3 ans, et ainsi de suite. Mais de toute façon, on est sur des temps lents et en fait, c'est un écosystème qui reste naissant. Et donc, il y a un vrai enjeu pour les constructeurs de prendre en compte tous les investissements qui ont été faits sur les équipements actuels et de ne pas casser cette chaîne, mais plutôt venir apporter des améliorations, mais qui restent rétrocompatibles avec tout ce qui a été construit jusque-là. Ok. Alors, non, mais on va être obligé de... Mais vraiment, alors, deux mots, parce que là, on est... Et surtout, le bon choix stratégique, c'est d'utiliser le bon outil pour développer vos solutions.
Parce qu'en dehors de la partie matérielle, où le matériel évolue et les SDK évoluent en même temps, ce qui est important, c'est d'avoir une solution matérielle de développement qui est... Alors, je vais peut-être en vexer certains, mais il ne faut pas partir sur des choses trop propriétaires et effet maison. Il faut partir sur des moteurs 3D qui sont des moteurs 3D qui sont sur la place, type Unity, Unreal, etc. Parce qu'on sait que ces outils-là vont avoir une durée de vie qui va être au moins aussi longue que tant que les matériels existeront. Et du coup, ça permet juste de faire des upgrades aux parties des SDK, des mises à jour logicielles, etc. Et votre expérience, en fait, elle va avoir une durée de vie, je vais dire, illimitée. L'important étant de le mettre à jour en fonction de toutes les nouvelles fonctionnalités. Ok. Bon, mais désolé, voilà, frustration engendrée par la durée de cette table ronde. En tout cas, si vous voulez poser d'autres questions, ils sont là encore, quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas. Et merci à vous quatre, merci beaucoup pour votre présence. Voilà.